Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, c'est un grand plaisir d'animer notre webinaire. Ça se trouve être notre 21e, quelque chose comme ça, webinaire de la série Écotalk chapitre Saint-Laurent. Et aujourd'hui, on a l'honneur d'accueillir Hans Ousgé, qui est candidate au doctorat en biochimie à l'UQAM sous la direction de Léka Sleno, qui est une membre d'Écotalk. Et puis, donc, juste pour vous présenter brièvement Hans, elle est titulaire d'un diplôme d'ingénieur en biologie industrielle de l'INSAT en Tunisie et elle a aussi un master en biotechnologie de l'Université de Paris-Sorbonne. Donc, très internationale. Elle est atterrie au Québec dans le laboratoire de Léka Sleno, où elle est présentement dans sa dernière année de doctorat. Donc, elle est habituée aux prix et aux présentations. Elle a déjà gagné le prix d'excellence du chapitre Saint-Laurent, une bourse de mobilité d'Écotalk pour présenter ses travaux à un congrès de spectrométrie en 2021. Et elle a aussi gagné la présentation de le prix de la meilleure présentation orale étudiante lors du colloque Écotalk en 2020 et le chapitre Saint-Laurent en 2019. En plus de ça, elle a reçu une bourse au cycle supérieur Global Inc. Offerte donc aux anciens stagiaires de recherche Global Inc. Donc, vraiment, Hans, on peut dire, c'est une jeune chercheuse motivée, passionnée et très solide dans son domaine. Donc, c'est avec un grand plaisir qu'on l'accueille aujourd'hui. Elle va nous présenter, je vous donne le titre dans quelques secondes, mais vous pouvez déjà le voir à l'écran, le titre, juste pour vous dire que le séminaire d'aujourd'hui va faire une présentation de peut-être une quarantaine de minutes environ. Suivi de sa présentation, il y aura une période de questions. Donc, pour les questions, c'est Dominique Ponton qui va animer la période des questions. Donc, il y a un chat en bas. Vous pouvez toujours poser vos questions dans le chat. Vous pouvez les poser à la conférencière, à Dominique Ponton, à tout le monde. Ou encore, vous pouvez attendre à la fin et lever la main à ce moment-là pour qu'on vous donne la parole. Donc, c'est ainsi que ça va se passer aujourd'hui. Sur ce, sans plus attendre, je vous présente Hans qui va vous donner une présentation sur l'étude du métabolisme des contaminants environnementaux par la chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse à haute résolution. Hans, c'est à toi. Merci énormément, Patrice. Merci pour l'introduction. C'est un grand plaisir qu'aujourd'hui, je vous présente une partie de mes travaux de recherche intitulés comme suit. Donc, ces travaux ont été réalisés à l'UQAM au sein du laboratoire de professeur Léka Sleno. Et là, on va commencer. Alors, le plan de la présentation sera comme suit. Tout d'abord, je veux vous introduire aux notions de l'exposome et l'exposomique. Ensuite, je vais vous présenter les techniques d'études in vitro du métabolisme des contaminants environnementaux. Par la suite, je vous montrerai deux exemples d'études de métabolisme de deux familles de contaminants environnementaux différents, la famille de bisphénol A et ses analogues et la famille des antioxydants synthétiques. Puis, je vous montrerai l'application de la méthode développée sur d'autres types de contaminants environnementaux et on va finir par les conclusions et les perspectives. Alors, il y a plus de 10 ans et juste après le séquençage de génome humain, une nouvelle science omique est apparue appelée exposomique. Cette science englobe la protéomique, la métabolomique, la glycomique et la lipidomique. L'exposomique a été proposée comme étant un complément à toutes ces sciences complémentaires et omiques afin d'étudier l'exposome humain, le challengeant exposome humain. Et depuis, le nombre de recherches scientifiques sur l'exposomique ne cesse d'augmenter. Le nombre de publications qui ont été publiées sur PubMed dans les 5 dernières années ont même doublé. Alors, l'exposomique, c'est cette science qui permet d'étudier l'exposome. L'exposome lui-même a été défini en 2014 comme l'ensemble
d'exposition environnementale au cours de la vie de l'homme, depuis la période prénatale jusqu'à la mort. Dynamique par nature, l'exposome a été divisé en 3 domaines: l'exposome général externe, tel que l'air pollué, l'exposome externe spécifique, tel que le régime alimentaire, l'exposome interne, tel que la perturbation métabolique due à une maladie. Alors, l'exposome est devenu maintenant le nouveau paradigme qui permet d'étudier l'impact de l'environnement sur la santé, et surtout afin d'étudier l'impact des contaminants environnementaux qui proviennent de l'exposome externe général et spécifique. Alors, pensez à tous les contaminants environnementaux auxquels on est exposé quotidiennement, qui peuvent provenir tout simplement de l'air, du sol, de l'eau qu'on boit, les produits qu'on utilise quotidiennement et de la nourriture. Donc, on est vraiment exposé par ingestion, inhalation ou par contact cutané. Toute la population est en risque d'exposition à ces contaminants, les hommes, les femmes, les enfants ou même les personnes âgées. Alors, les contaminants environnementaux, que ce soit les plastifiants, les additifs alimentaires, les pesticides, les médicaments ou les produits de soins personnels, présentent 2 grands problèmes. Tout d'abord, il n'y a pas de normes standardisées pour leur production ou leur utilisation dans l'industrie. En plus, ils ont des effets néfastes sur la santé humaine et l'environnement, même à des très faibles quantités. Une fois qu'on est exposé à ces contaminants environnementaux, ils vont se métaboliser au niveau du foie. Au niveau du foie, ils peuvent subir des réactions de métabolisme de phase 1, telles que la réduction, l'oxydation, l'hydrolyse, ou des réactions de conjugaison de phase 2, telles que la méthylation, la glucuronidation, la sulfation et la liaison au glutathion. Ces réactions de métabolisme sont en fait des réactions qui permettent d'éliminer ces contaminants environnementaux du corps humain. Mais parfois, il peut y avoir production des espèces réactives toxiques qu'on appelle des métabolites réactifs qui peuvent se lier à nos ADN, ce qui peut causer une mutation ou un cancer, ou qui peuvent se lier à nos protéines, ce qui peut causer la toxicité ou l'immunotoxicité. Le problème avec ces métabolites réactifs, qu'ils sont électrophiles, très instables, ils sont difficiles à détecter. Donc, afin de les étudier, il faut les piéger. Et pour le faire, il faut utiliser des agents de piégeage tels que le glutathion, qui est un antioxydant naturel qui existe dans nos cellules, qui va pouvoir faire créer avec ces métabolites réactifs des aduits GSH stables. Ce processus est un processus naturel dans l'organisme qui est un processus en fait de type détoxification. Or, si on est exposé à un grand nombre de contaminants environnementaux ou à des grosses concentrations, il peut y avoir une déplétion de GSH, ce qui peut causer la toxicité. Alors, afin d'étudier le métabolisme des contaminants environnementaux in vitro, il faut imiter les réactions qui se passent dans le foie humain. Pour ce faire, on peut utiliser 2 modèles in vitro, soit les hépatocytes ou les fractions hépatiques. Alors, les hépatocytes, malheureusement, ils sont rares, sont chers et présentent une variabilité phénotypique énorme. Or que pour les fractions hépatiques d'un autre côté, qu'on peut les créer au laboratoire, il faut juste broyer le foie, le centrifuger avec une ultracentrifugation, et on peut comme ça obtenir différentes fractions hépatiques telles que le cytosol, le microsome ou les fractions S9. Et eux, ils sont riches avec les enzymes de métabolisme et les enzymes responsables du métabolisme de toute molécule étrangère au corps. Donc, afin d'étudier ces contaminants environnementaux in vitro, ces fractions hépatiques présentent la méthode de choix afin d'étudier le métabolisme comme si on était dans le corps humain. Mais ces enzymes, dans les fractions hépatiques, ils ont besoin de cofacteurs afin d'effectuer leur réaction métabolique. Et on peut, dans nos incubations in vitro, choisir le cofacteur qu'on va ajouter à notre milieu réactionnel afin d'étudier un certain type de réaction métabolique. Et que, par exemple, si on utilise la NADPH comme cofacteur, il va activer les enzymes, les cytochromes P450, ce qui va nous permettre d'étudier les métabolites oxydatifs. On peut utiliser le GSH qui va permettre de piéger les métabolites réactifs.
On peut aussi étudier des réactions de phase 2, comme la glucuronidation ou la sulfation, en utilisant tout simplement l'UDPGA ou le PAPS. Alors, les contaminants environnementaux sont nombreux. Et ici, je vais vous présenter un modèle qu'on a étudié, c'est parmi la famille des plastifiants. Et c'est le fameux bisphénol A ou le BPA. Donc, en fait, c'est un produit chimique utilisé dans les polycarbonates, dans les plastiques polycarbonates ou l'époxyrésine, qui va permettre d'avoir la clarté plastique et aux résistances au choc et à la température. Donc, il est utilisé partout autour de nous. Donc, on les trouve dans les bouteilles d'eau ou les bouteilles plastiques de sport. On peut les trouver dans les contenants plastiques. On peut aussi le trouver dans les boîtes de conserve et les canettes. Il permet d'avoir ce coating à l'intérieur pour protéger du goût métallique. On peut on peut le trouver dans les billets d'argent et les tickets de caisse, dans le matériel électronique et même dans les résines dentaires. Il est partout autour de nous. De plus, la production mondiale de BPA ne cesse d'augmenter au cours des années et en 2019, elle a dépassé les 14 000 kilotonnes par année. Donc, le problème de l'exposition au BPA provient du fait que le BPA est capable de lixivier du plastique et on le trouve dans nos aliments, par exemple. Si ce contenant de plastique a subi, par exemple, un traitement thermique, comme par exemple l'achevage au micro-ondes ou un lavage ou la vaisselle, ou parfois avec la présence de certains types de détergents. Même les conditions acides au niveau des boîtes de conserve permettent de lixivier le BPA de son coating. Et on peut être aussi exposé, soit directement, comme dans le cas des résines dentaires. Donc, on est vraiment exposé au BPA tout seul avec inhalation, ingestion et contact cutané. Et l'exposition moyenne des adultes en 2018 a été prouvée par le World Health Organization entre 0,01 et 0,4 microgrammes par kilogramme. Donc, regardons maintenant l'exposition au BPA au Canada. Donc, dans les années 2013 et 2012, il y avait une enquête générale pour voir si les Canadiens sont exposés au BPA. Donc, des échantillons d'urine ont été collectés de tout le Canada et en fait, ils sont s'intéressés à étudier le BPA tout court comme le parent dans l'urine et ils ont aussi effectué une hydrolyse enzymatique aux urines collectées afin de cliver s'il y avait une formation d'un glucuronide pour qu'on finisse avec un BPA total. Donc, lorsqu'ils ont fait les analyses, cette enquête canadienne a permis de détecter le BPA dans 90% des urines des Canadiens âgés entre 3 et 79 ans, avec une moyenne de 1,1 microgramme par litre. Donc, vraiment, même les Canadiens sont presque 90% tous contaminés par le BPA tout seul. Et en fait, le BPA, au début, il a été synthétisé et créé afin d'être un contraceptif. Donc, dans les années 30, suite à sa création, on regarde que le BPA et l'estradiol ou l'estrogène, l'hormone féminine, ils présentent des similarités au niveau de leur structure. Donc, au début, ils ont commencé à utiliser le BPA comme un contraceptif. Mais avec les années et les études scientifiques, ils ont montré que une année après une autre, donc beaucoup d'études scientifiques sur 2 modèles animaux ont montré que le BPA a plusieurs effets néfastes sur l'organisme. Donc, il peut causer un désordre dans le système nerveux ou des problèmes cardiovasculaires. Il peut causer la diabète type 2 et même l'obésité. Il peut causer certains types de cancers, plusieurs problèmes de fertilité chez l'homme, chez la femme, et même peut avoir des malformations pour les fœtus. Ce n'est qu'en 2008, en fait, que le Canada était le premier pays dans le monde à interdire l'utilisation de BPA dans les biberons des enfants. Et ce n'est qu'en 2011 que l'Union européenne la suit avec la même loi. En 2016, le BPA a été classé comme une substance préoccupante et la dose quotidienne tolérable a été diminuée de 50 à 4 microgrammes par kilogramme. C'est qu'en 2018 qu'il commence à avoir des lois
tout ce qui est maintenant ce que c'est des projets de loi, la loi qui a été publiée en 2018 permet d'avoir des limites strictes sur l'utilisation de BPA dans les emballages. Donc, toutes ces normes et réglementations nouvelles a incité les industriels à créer des analogues de BPA et de ce qu'on appelle maintenant les produits BPA free. Jusqu'à maintenant, il y avait 73 analogues de BPA qui ont été créés. Donc, parmi les analogues de BPA les plus utilisés et qui commencent à remplacer les BPA dans plusieurs applications, on trouve le bisphénol F ou le BPF, qui commence à remplacer le BPA dans, par exemple, les résines dentaires, le BPAF dans les élastomères, le BPS dans les tickets de caisse BPA free, cumiphénol dans les détergents et le TMBPF dans les retardateurs de flamme. Pour toutes ces nouvelles alternatives de BPA, il n'y a pas des études de toxicité ou d'exposition ou de métabolisme et il n'y a pas de règles ou de normes standardisées pour leur application ou même pour leur production. Alors ici, on se pose la question, est-ce que c'est légitime d'utiliser ces analogues de BPA afin de le remplacer dans certains produits? Et pour répondre à cette question, il faut qu'on fasse une évaluation du métabolisme de ces molécules aussi afin de voir la possibilité de formation de métabolites réactifs à partir de ces molécules. Donc, notre méthodologie a consisté à incuber ces molécules, le BPA et ses analogues, in vitro. Donc, en fait, on a imité le corps humain, mais juste dans un tube. Donc, on a utilisé les fractions hépatiques suivantes. Enfin, il y en a utilisé les microsomes du l'homme et du rat. On a utilisé des fractions S9. On a ajouté les cofacteurs car on s'intéressait à l'étude de métabolites oxydatifs. Donc, on a ajouté la NADPH. On voulait aussi étudier les métabolites réactifs, donc ajout de GSH. On a étudié aussi les métabolites de phase 2, les conjugués glucuroniques et les conjugués sulfates. C'est pour ça qu'on a ajouté aussi le DPGA et le PAPS. Donc, une fois qu'on a créé ces incubations, on les a incubées 1 heure à 37 degrés. Après, on a arrêté la réaction avec tout simplement l'ajout de l'acétonitrile, centrifugé les échantillons et on a récupéré le surnageant qu'on a évaporé. Et là, on aurait besoin donc d'une technique spécifique afin de les analyser. Cette technique doit répondre à certains critères, elle doit être sensible, car ces molécules ainsi que leurs métabolites existent avec des très faibles quantités, donc il nous faut une technique sensible, une technique sélective afin de les différencier. On veut une technique à haute résolution et qui nous permet de faire la quantification et surtout qu'on veut une technique qui nous permet d'élucider les structures des métabolites formés dans nos incubations in vitro. Et la technique qui répond à tous ces critères, donc c'est la chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse à haute résolution, OLC, HRMSMS. Donc en fait, comment ça fonctionne? Au niveau de la chromatographie liquide, elle va nous permettre de séparer les métabolites qui vont être produits dans ces incubations in vitro en utilisant la colonne biphényle et le gradient suivant. Le phase mobile qu'on a optimisé consistait à l'eau avec 0,1% d'acide formique et à 100% acétonitrile pour la phase organique. Donc, une fois qu'on a séparé les compositions de notre mélange complexe d'incubation in vitro, la spectrométrie de masse va nous permettre d'acquérir pour chaque métabolite un spectre MS. Et pour les 5 ions les plus intenses, on a acquis des spectres MS-MS. Les spectres MS-MS sont les empreintes moléculaires de toute molécule qui va nous permettre d'identifier et de confirmer la structure des métabolites produits. Donc, vu qu'on a eu des grosses données et des données uniques, donc il faut utiliser des logiciels afin de les traiter. Donc, nous avons utilisé le logiciel Metabolite Pilot. C'est un logiciel qui permet d'identifier les métabolites potentiels dans nos incubations. Ce qu'il fait qu'il compare
les échantillons contrôle versus nos incubations avec les cofacteurs. Et il a une liste de biotransformations qui va la parcourir et s'il trouve le même mass shift, donc il va identifier le métabolite potentiel. On a utilisé aussi les logiciels PickView, les deux proviennent de SciEx, afin de visualiser nos données, donc afin de voir nos spectres MS, MS et faire tous nos contrôles. Pour les résultats, donc on a commencé par étudier le BPA tout seul pour voir quel genre de métabolite le BPA peut produire. Donc, pour les métabolites oxydatifs, lorsqu'on a incubé le BPA avec la NADPH et les fractions hépatiques RLM, on voit qu'il a produit un hydroxy-BPA, un métabolite oxydatif et 2 isomères de dimère. Pour les conjugués GSH, on voit qu'il a produit plusieurs conjugués GSH, le GSH direct, le conjugué GSH avec l'hydroxy-BPA, même un double GSH et le GSH de chaque moitié de BPA. Il a même produit des conjugués glucuroniques de type. Et pour les conjugués sulfatés, on regarde qu'il a 3 conjugués sulfatés différents qui ont été produits à partir de BPA. Donc, si on regarde ici, on voit que le BPA lui-même, il n'est pas sensible. Et dès qu'on le met dans le milieu réactionnel, il disparaît et il se transforme dans des métabolites qui sont beaucoup plus sensibles que le BPA lui-même. C'est pour ça que les études qui ne regardent que le BPA, en fait, ils ne vont pas voir le reste de l'iceberg, car le BPA se métabolise énormément et se transforme en d'autres métabolites qui, eux, sont beaucoup plus sensibles que le parent lui-même. Et cette chose aussi est très importante à prendre en considération dans les études d'exposition, et surtout si on est exposé à un cocktail de contaminants environnementaux. Alors, on voulait se concentrer plus avec les différents adduits GSH qui ont été formés par le BPA. Donc, comme vous voyez ici, le BPA se clive en deux et chaque moitié peut former un adduit GSH, donc la partie phénol et la partie isopropylphénol. Donc, on voulait maintenant élucider les structures exactes de ces métabolites produits. Donc, ici, un exemple de l'adduit GSH direct de BPA, le plus sensible. Donc, lorsqu'on a regardé son spectre MS-MS afin d'élucider sa structure, on a trouvé que le spectre est majoritairement des pics qui proviennent de la fragmentation de la partie GSH lui-même. Donc, c'était impossible d'identifier la vraie structure et le lieu de liaison du GSH au BPA. Donc, il y avait plusieurs possibilités et juste en se basant sur le spectre MS-MS, on n'était pas capable de l'identifier. C'est pour cela qu'on a utilisé des analogues de BPA qui sont marqués au deutérium dans des places dans la molécule qui sont spécifiques. Donc, on avait 3 analogues, chacun a été déturé dans un endroit différent sur la molécule et on a pris ces 3 analogues qui étaient commercialement disponibles et on a les incubés dans les mêmes conditions que le BPA. Et on a analysé nos données aussi. Et selon les analyses de masse exactes, donc on remarque entre ces 2 analogues que l'adduit GSH, par exemple, qui pour ce composé-là, il est à 536. Ici, on voit qu'il a perdu 1, qui est à 535. Donc, c'est cet analogue-là qui a perdu un deutérium, prouvant que le GSH peut se lier à la molécule dans la position ortho. Donc, l'utilisation de ces analogues de BPA marqués au deutérium était un outil très efficace afin de voir toute la structure et élucider toutes les structures des métabolites produits qu'on vient de voir. Donc, c'est ce qu'on a fait pour tous les métabolites identifiés pour le BPA. Donc, même que le BPA est un contaminant environnemental qui est très étudié maintenant, on était capable d'identifier 3 métabolites nouveaux qui n'ont jamais été étudiés dans la littérature. Et nous avons élucidé pour la première fois la structure des dimères et de certains métabolites comme l'adduit GSH de phénol.
Donc, une fois qu'on a optimisé la méthode pour le BPA et on a été capable d'identifier beaucoup de métabolites et de décider leur structure, ces travaux ont été la base afin de continuer et voir le métabolisme de BPA, des analogues de BPA. Donc, voici le chromatogramme des différents analogues de BPA étudiés, tous à la même concentration, et on peut remarquer une grande différence dans leur sensibilité. Les analogues ici en rouge avec l'étoile ont été zoomés par 10 afin de pouvoir les visualiser sur les échelles. Donc, on remarque une grande différence dans la sensibilité, par exemple, entre le BPAF et le QMI, sont même des structures très similaires, mais quand même, ils ont des sensibilités différentes en mode électrospray, en mode négatif, ce qui va compliquer un peu les choses. Donc, on a incubé les BPS analogues avec les microsomes de l'humain, l'NADPH et le GSH, et on voulait voir est-ce qu'ils vont être capables de produire le même genre de métabolites que les BPA ou non. Donc, effectivement, tous les analogues ont produit des métabolites oxydatifs qu'on voit ici tous en rose. Ils ont tous produit des adduits GSH. On remarque que le BPF et le TMBPF ont ici clivé en deux et chaque moitié a produit un adduit GSH, tel que ici pour le phénol GSH et le méthylphénol, et la même chose pour le TMBPF. Donc, en fait, juste en regardant les métabolites oxydatifs et les conjugués GSH, on voit que les analogues de BPA suivent la même ligne que le BPA pour les biotransformations. Donc, on a aussi étudié leurs métabolites de phase 2, les conjugués glucuroniques et sulfatés, et tous les analogues ont produit chacun au moins un conjugué glucuronique et chacun au moins 2 conjugués sulfatés de différentes natures, soit le sulfate de recte ou suite à une oxydation. Donc, effectivement, les BPA analogues sont similaires aux BPA au niveau de leur métabolisme. Ils ont produit les mêmes métabolites soit en utilisant les fractions hépatiques de l'humain ou du rat. Donc, la méthode qu'on a utilisée pour le BPA a bien fonctionné aussi avec les analogues. Donc, l'utilisation de cette méthode chromatographique, les mesures de masse exactes, on a pu aussi étudier la fragmentation détaillée avec toutes les bases qu'on a selon le BPA. Donc, on a pu élucider aussi les structures de tous ces métabolites détectés. Donc, voici ici les structures de métabolites de BPAF et de BPS, donc tout ce qui est oxydatif, la du GSH. Le BPF et le TMBPF étaient un peu spécial vu que comme le BPA était les seuls à cliver et à former différents adduits GSH, des dimères et des métabolites oxydatifs. Commis aussi, même qu'il est trop semblable au BPA, il aussi il a produit des métabolites oxydatifs et des adduits GSH. Donc, les métabolites que vous voyez ici avec une étoile rouge ont été étudiés et montrés pour la première fois dans la littérature. Le métabolisme de QMI et de TMBPF n'a jamais été étudié avant. Donc, ici, on a réussi à étudier le métabolisme et à démontrer que ces analogues suivent les mêmes biotransformations que le BPA. Donc, on voulait voir si cette méthode, on peut l'appliquer sur un autre type de contaminants environnementaux qui ont d'autres utilisations et qui sont différents des bisphénols. Donc, on s'intéressait à une autre famille qui est la famille des antioxydants synthétiques et la famille des analogues du fameux BHT, le butyl-hydroxytoluène, qu'on trouve aussi dans les emballages des produits sous le code E320. Ces analogues aussi TBHQ et BH1 ont aussi des codes E321 et E319 et ils sont utilisés partout autour de nous. Ils sont utilisés dans les chips, les chewing-gums, les céréales, dans les produits hygiéniques et les produits pharmaceutiques en tant que préservatifs. Ils permettent d'inhiber en fait et d'arrêter l'oxydation des lipides. C'est pour ça qu'ils sont aussi utilisés énormément dans l'industrie de cosmétiques comme des antioxydants synthétiques. En fait, ces molécules sont le rêve de l'industrie car elles sont faciles à synthétiser et qui ne sont pas chères du tout et qui sont efficaces pour inhiber l'oxydation des lipides. Et c'est un analogue de vitamine E qui n'est pas cher du tout. C'est pour ça qu'on les trouve partout. Malheureusement, il n'y a pas des normes et des lois qui spécifient
la quantité ou les normes d'utilisation de BHT ou de ses analogues. Lorsque on regarde dans la littérature les effets d'exposition au BHT, par exemple, et on trouve que dans la littérature, il y a des choses différentes. Donc, le BHT a été montré dans des modèles animaux qu'il peut protéger contre certaines maladies ou qu'il peut aussi avoir un effet promoteur contre certains types de tumeurs. De l'autre côté, il y a plusieurs études qui ont montré que le BHT peut causer plusieurs maladies telles que l'asthme, il peut causer des dommages à l'ADN, des problèmes au niveau des poumons et du foie. Mais on n'a pas des études sur le modèle humain. La première étude qui a étudié l'exposition au BHT, ce n'était qu'en 2019. Donc vraiment, il y a un grand manque d'études sur le métabolisme de BHT et la quantité auquel nous sommes exposés. Ce n'est pas vraiment disponible du tout dans la littérature, malgré que ce composé a été utilisé dans l'industrie cosmétique, pharmaceutique et agroalimentaire depuis les années 60. Donc, on a appliqué la même méthode in vitro sur le BHT et ses analogues, la même qu'on a utilisée avec les bisphénol A. Et on a remarqué qu'en utilisant les mêmes phases mobiles que celles de BPA, on avait un signal qui était trop faible, les pics n'étaient pas beaux. Donc, on était obligé de changer la phase mobile A en remplaçant l'eau avec l'acide formique avec l'acétate d'ammonium à 5 millimolaires. En faisant cette petite modification, ça nous a permis d'avoir un meilleur signal pour ces composés. Et comme vous voyez ici, même avec leur similarité, leur sensibilité dans le mode électrospray sont vraiment différentes. Donc aussi, on a modifié un peu le gradient pour pouvoir mieux détecter ces composés. Mais pour la partie incubation in vitro, on a gardé les mêmes fractions hépatiques, les mêmes cofacteurs et tout. Donc, lorsqu'on a regardé les résultats de l'incubation de BHT avec les fractions hépatiques, on s'intéressait tout d'abord à étudier les métabolites oxydatifs. Le BHT lui-même, c'est une molécule antioxydante, mais aussi pro-oxydante. Donc, il s'oxyde lui-même, il peut produire plusieurs métabolites oxydatifs. Donc, on voulait élucider les structures de tous ces métabolites oxydatifs et surtout, il y avait deux qui nous ont intéressés. C'était le M2 et le M5 qui avaient la même formule, la même masse, mais qui étaient liés à deux temps de rétention différents. Donc, on a regardé leur spectre MSMS et on s'est rendu compte qu'ils ont deux spectres MSMS différents malgré la similarité au niveau de la masse et de la formule. Donc, lorsqu'on a étudié bien ces spectres MSMS, on a remarqué que le M2, il s'agit de BHT acide, vu la perte de CO2 ici, or que le DCM, c'était le BHT aldéhyde plus eau, vu la perte d'eau ici. Donc, parfois, les spectres MSMS peut être la solution magique pour pouvoir élucider les structures, mais dans d'autres cas, comme dans l'exemple ici de l'aduit GSH direct de BHT, les spectres MSMS sont remplis avec les fragments qui proviennent seulement de la partie GSH, qui ne nous permet pas d'identifier et d'élucider la structure exacte. Donc, comme on voit, le GSH avait trois possibilités et trois endroits au moins dans lesquels il peut se fixer. Donc, on est allé aussi encore une fois à essayer s'il y avait des analogues marqués au deutérium de BHT. Donc, commercialement, il n'y avait que deux analogues qui étaient disponibles, le BHT-D3 et le BHT-D20. Donc, on a fait la même chose et on a incubé ces analogues marqués au deutérium dans les mêmes conditions que le BHT et en utilisant les mesures de masse exactes, on a remarqué que le BHT-D3, au lieu qu'il soit à 527, il est à 526. Donc, il a perdu un de ses deutériums, prouvant que la liaison en GSH a été effectuée au niveau du groupement méthyle. Donc, encore une fois, ces analogues marqués au deutérium étaient une méthode de choix pour élucider les structures. Donc, le BHT et ses analogues avaient un métabolisme qui est complexe, vu qu'il produit beaucoup de métabolites oxydatifs, différents types d'aduits GSH, des conjugués glucuroniques sulfatés,
ce qu'on a vu aussi pour le BHA et le TBHQ. On a été capable à identifier plusieurs métabolites nouveaux qui n'ont jamais été élucidés ou montrés dans la littérature, et on a élucidé la structure de 3 métabolites nouveaux. Donc, une fois en utilisant notre méthode développée, on a réussi à étudier le métabolisme de BPA et ses analogues. Et aussi le BHT et ses analogues en effectuant une petite modification au niveau de la phase mobile. Mais est-ce que cette méthode d'incubation de ces contaminants in vitro avec l'analyse au spectrométrie de masse, est-ce qu'elle peut être appliquée à d'autres types de contaminants environnementaux si on intéresse à d'autres familles? Donc, on a augmenté le challenge et on a étudié le métabolisme de 34 contaminants environnementaux de nature différente. Donc, on avait plusieurs médicaments, des additifs alimentaires, des produits de soins personnels, les plastifiants et les pesticides. Donc, on a incubé toutes ces molécules sous les mêmes conditions et on a appliqué la même méthode qu'on a utilisée pour le bisphénol A et ses analogues. Et on était capable de bien les détecter et de les séparer. Suite à les incubations, on a détecté 374 métabolites qui sont des conjugués glucuronides, des métabolites oxydatifs, et ici on a étudié les adduits au N-acétylcystine ou NAC. Donc, on est en cours de continuer ces travaux. Donc, toute cette liste des métabolites, on est allé les chercher au niveau des échantillons in vivo, tels que des échantillons d'urine de personnes volontaires. Et on va encore continuer à travailler dessus. Donc, en conclusion, la spectrométrie de masse, ça nous a permis de détecter et de caractériser plusieurs métabolites de contaminants environnementaux de différentes natures. Les analogues marqués au deutérium étaient une technique efficace afin de confirmer les structures des métabolites connus et nouveaux. Cette méthode nous a permis aussi de l'appliquer à d'autres types de contaminants environnementaux, et cette méthode peut être aussi utilisée dans des études d'exposition dans d'autres matrices biologiques telles que l'urine ou le sang. À la fin, je veux remercier les membres de mon équipe, les organismes subventionnels et vous pour votre attention. Merci beaucoup, Laurence. C'était très intéressant, très clair. Je vous remercie. Est-ce qu'il y aurait des questions pour Laurence à l'oral? Il y en a une dans le chat de la part de Aristide qui a mal saisi la valeur moyenne d'exposition des Canadiens. Et le seuil, un seuil d'exposition, je ne sais pas exactement. Aristide, est-ce que vous pouvez préciser votre question? Moi, j'avais noté 1,1 microgramme par litre, c'est bien ça, pour l'urine. Mais au niveau du seuil, je ne sais pas. Donc, ça, c'était la moyenne d'exposition. Donc, ils ont fait des études sur des personnes entre 3 ans et 79 ans. Et la moyenne de tous les groupes qui l'ont étudié, ils ont choisi des femmes, des hommes, donc de tout type. Et c'était la moyenne de 1,1 microgramme par litre. Ça, c'était les études en 2012-2013. Peut-être maintenant, ça a changé. Merci. À propos du seuil, je ne sais pas si Aristide voulait dire s'il y a un seuil connu de toxicité, j'imagine que non. Le problème de ce genre d'études est qu'ils ne prennent pas en considération, comme on a vu, ils clivent juste un seul type de métabolite, ou comme on a vu, par exemple, le BPA tout court, il peut se transformer en des conjugués sulfatés, que c'est dans leurs études, ils n'ont pas fait une hydrolyse avec des enzymes sulfatases, ils ne vont pas voir cette partie de l'exposition. BPA forme d'autres métabolites, pas seulement des conjugués glucuroniques. Donc, si juste on s'intéresse au parent lui seul, comme on a vu, il n'est pas sensible quand même, et il forme d'autres métabolites. Donc, il y a quand même une partie qui manque de l'étude de l'exposition.
Et ce genre d'étude ne prend pas en considération aussi si on est exposé à un cocktail de BPA et de ses analogues, par exemple. Il n'y a pas encore des études qui ont déterminé l'exposition aux analogues de BPA. Déjà, elles sont nombreux au niveau de l'urine des Canadiens ou non. Pour l'instant, il n'y a que des projets de loi afin de les interdire dans plusieurs applications, mais il n'y a pas des choses qui sont encore concrètes. C'est des choses qui prennent aussi beaucoup de temps à développer et à de mettre en place, comme des lois d'interdiction. Mais on va arriver. Le professeur Segura demande quelles sont les limitations les plus importantes de l'utilisation des microsomes pour étudier les métabolites des contaminants. Les microsomes sont sensibles, donc si on travaille avec, il faut s'assurer qu'on les garde à moins 80 degrés. Si lorsqu'on travaille, on fait nos expériences, il faut faire rapidement sur la glace. À s'assurer que nos cofacteurs aussi sont, car c'est des molécules qui sont pas stables, donc vraiment il faut avoir les bons cofacteurs avec dilués dans les bons solvants. Donc il faut s'assurer qu'on travaille vite, qu'on travaille comme il faut avec ces microsomes. Ils sont aussi quand même chers. Mais si on respecte la température, par exemple, de les garder toujours au moins 80, de travailler vite, on va avoir toujours des beaux résultats. Ça facilite beaucoup la vie au lieu d'utiliser des hépatocytes qui, eux, ils ont besoin d'une certaine humidité, d'une température qui reste stable pendant un moment, quand même, c'est des cellules. Les microsomes, c'est une alternative et qui est beaucoup plus simple et facile à utiliser. Est-ce qu'il y a des études qui montrent la présence, la comparaison des métabolites dans une étude in vitro, dans une expérience in vitro versus les métabolites chez un humain? Est-ce que ça a été fait? Puis est-ce que c'est représentatif? Pour l'instant, pour le BPA, ces analogues n'ont pas été faits encore. Donc, déjà, les études ne sont pas nombreuses, surtout sur les analogues. Mais les BPA, c'est connu parmi les techniques qui sont trop utilisées pour l'étudier afin de comparer le métabolisme in vitro et in vivo, c'est d'étudier les conjugués glucuroniques et sulfates afin d'étudier ces métabolites-là et de les quantifier d'une façon absolue, dont par exemple l'urine, il nous faut les standards. Mais pas tous ces métabolites ont des standards commerciaux. C'est que dernièrement, que maintenant, on peut voir le standard de BPA glucuronique ou sulfate et qui sont maintenant commercialisés. Mais par exemple, pour les autres, non. Comme aussi les aduits GSH au niveau de l'urine, on ne peut pas les voir en tant qu'aduits GSH, c'est des aduits au NAC, ou le N-acétylcystéine. C'est aussi qu'on peut étudier in vitro, c'est eux qu'on va les voir au niveau de l'urine, car au niveau du métabolisme, ces aduits GSH vont se transformer en captic acids, que eux, on peut par exemple les voir dans l'urine. Manon Sorel a 2 questions. Est-ce qu'on parle d'exposome dans le cas de la faune sauvage aussi? On parle de l'exposome d'eau? Dans le cas des animaux sauvages, est-ce que ça s'applique, l'exposome, dans le cas des animaux sauvages? Bon, en général, l'exposome, ça inclut tout ce qui est une exposition humaine. Donc, ça peut être de l'exposome général, mais je n'ai pas vu des études d'exposome sur des animaux sauvages. En général, l'exposome s'intéresse à voir le risque de notre environnement sur la santé humaine. OK. Fait que c'est surtout applicable à l'humain. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres tissus, d'autres types d'échantillons que l'urine dans lequel on peut mesurer les métabolites de façon pas trop invasive? On peut aussi mesurer certains métabolites aussi dans le sang, dans le plasma ou le sérum. Mais ici, il faut penser que ces contaminants environnementaux, en fait,
ils sont supposés être éliminés à travers de l'urine. Donc, utiliser l'urine, c'est plus facile, car en fait, ils vont se métaboliser et devenir plus polaires afin de sortir dans l'urine. Mais aussi, on peut utiliser le plasma ou le sérum. Si on veut voir, par exemple, leur absorption dans l'organisme, certains de ces contaminants environnementaux sont lipophiles, donc ils ont tendance à s'intégrer dans nos cellules adipeuses et qui restent dans l'organisme et qui ne sont pas éliminés. Donc, ça dépend à quoi on s'intéresse, mais on peut aussi utiliser le sérum ou le plasma. Pendant vos expériences in vitro, vous déterminez, vous identifiez des métabolites. Comment on peut déterminer leur potentiel toxique? Est-ce qu'il y a des caractéristiques qui font en sorte qu'un va être plus toxique que l'autre? Parce que, comme vous avez dit, la biotransformation peut les rendre moins toxiques aussi. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des caractéristiques qui les rendraient plus toxiques? C'est leur potentiel à produire plus de métabolites réactifs. C'est ça ce qui est le plus dangereux en termes dans le niveau de métabolisme. Car si ces contaminants environnementaux vont se transformer en métabolites réactifs, et il n'y avait pas suffisamment de GSH dans le corps afin de les éliminer, c'est là où il y a le problème, car ils ne vont pas sortir de l'organisme, mais ils vont se lier à nos ADN et à nos protéines. Et c'est ça le danger. S'ils se métabolisent, ils transforment en conjugués glucuroniques ou sulfatés, ils vont être éliminés du corps et ça, ils ne seront pas très dangereux dans ce cas-là, ils vont être éliminés. Mais le problème, s'ils se transforment en métabolites réactifs, tels que la forme quinone, ces molécules-là sont connues, dans ce cas-là, de se lier à nos macromolécules. Et c'est là où se passe la toxicité. Donc, plus qu'ils sont capables à former des métabolites réactifs, plus qu'ils seront potentiellement plus toxiques. C'est les réactifs qui sont susceptibles de causer du dommage aux lipides, par exemple, comme des espèces réactives à l'oxygène, mais là, ce n'est pas des espèces réactives de l'oxygène, c'est des espèces réactives de molécules transformées. C'est comme au lieu d'avoir le phénol, ça se transforme en une quinone et les formes quinone sont trop réactives et sont des choses instables et il y a beaucoup d'études qui ont montré que ça se lie parfaitement à l'ADN, par exemple. Est-ce qu'il y aurait raison de croire que les analogues sont moins toxiques que les BPA? Puis, est-ce qu'ils ont vraiment une conformation différente de l'estradiol qui ferait en sorte qu'ils seraient moins toxiques? En fait, c'est plus qu'au niveau du marketing. C'est car la loi qui interdit le bisphénol A, c'est avec le nom, la masse, le Cas-Number et tout ça. Mais les lois ne parlent pas pour l'instant des analogues. Donc, il faut juste enlever un groupement H, ajouter un groupement méthyle. C'est juste que ça va changer le nom de la molécule. Elle est plus intégrée dans cette loi ou dans ce projet de loi. Donc, en fait, ils veulent garder le rôle de BPA en tant qu'un plastifiant dans les polycarbonates hypoxyrésine. Donc, cette modification de structure ne doit pas changer l'application de BPA. Mais c'est juste que c'est un autre nom. Donc, on peut appeler le nouveau produit fabriqué comme un produit BPA-free, car il ne contient pas le BPA, mais il peut contenir un ou plusieurs des analogues. Bien, merci beaucoup, hein. C'était super intéressant. S'il n'y a pas d'autres questions, on va arrêter ça maintenant. Puis, on va se dire au revoir, puis remercier tous les gens qui étaient présents aujourd'hui. Merci beaucoup. Patrice? D'être présent. Ah, ben merci. Merci à vous. Patrice, un petit mot? Non, là, ben, c'est beau. Merci beaucoup. C'était très, très, très excellent comme présentation. Franchement, c'est fascinant. Continue. Merci beaucoup. Plaisir de te rencontrer bientôt dans une conférence. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est toujours un énorme plaisir. Au revoir.